Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer et exploiter le coefficient de corrélation de Spearman, ainsi que le coefficient de corrélation de Kendall. Revenons à la notion de corrélation et à ses avatars. Nous avons vu dans une autre vidéo que le coefficient de Pearson était bien adapté pour des séries statistiques métriques, quantitatives, continues. Mais si on a affaire à des séries quantitatives discrètes ou bien à des séries qui ne suivent pas une loi normale, on utilise plutôt le coefficient de corrélation de Spearman. Ce coefficient est plus précisément une mesure de la relation de monotonie entre deux variables. La mesure de la monotonie s'appuyant sur les rangs des valeurs. Concrètement, ce coefficient est calculé à partir du nombre de points disponibles, le petit n, et la différence de rang, le petit d, entre les deux valeurs d'un même couple, autrement dit pour un même point. En utilisant des rangs plutôt que des valeurs précises, on perd en richesse d'informations, mais cela permet tout de même de tester une corrélation éventuelle. Alors prenons tout de suite un exemple pour illustrer cette notion de différence de rang. On a ici deux très courtes séries de données quantitatives discrètes, x et y. Pour chacune de ces séries, on attribue à chaque valeur son rang en faisant un classement croissant. Ainsi, le 6 de la variable x est en réalité la deuxième plus petite valeur de la variable. Juste en dessous, le 4 est la plus petite valeur de la série et on a donc le rang 1, etc. La colonne D à droite correspond à la différence de rang pour un même point. On peut calculer cette différence sans prêter attention à l'ordre des variables, car le signe de petit d importe peu, vu qu'il sera ensuite élevé au carré avant d'en faire la somme, vu la fonction, vu l'équation qu'on a juste au-dessus. Voilà pour le principe. Passons maintenant à la pratique. On dispose ici d'un jeu de données correspondant à un test conduit auprès d'un échantillon d'une centaine de consommateurs invités à goûter un nouveau biscuit. On s'intéresse plus particulièrement à deux variables, l'appréciation globale du biscuit sur une échelle allant de 1 très mauvais à 10 excellent, et la notation du caractère craquant du biscuit. Cette notation du caractère craquant va de 1, pas du tout craquant, à 5, extrêmement craquant. On cherche à savoir s'il existe une corrélation entre ces deux variables. Et on vérifie bien ici qu'il s'agit de variables ordinales, ce qui nous conduit à utiliser le coefficient de Spearman. Alors, on va aller dans XLStat et les tests de corrélation ici. Et là, on va bien sélectionner le type de corrélation Spearman. On va sélectionner ici nos données. Comme ça. On a sélectionné nos variables, donc on coche bien ici le libellé des variables. On n'a pas de données manquantes. Et on va bien surtout demander ici les corrélations avec la p-value. OK. On a bien nos 100 individus avec nos deux colonnes, puisqu'on a des paires de valeurs. On fait OK. Et on voit ici qu'on obtient donc une matrice de corrélation, ici avec une appréciation globale croisée avec la variable craquant, qui est de 0,46. Donc une corrélation positive qui laisse à penser que plus le biscuit est craquant, plus il est apprécié. Et on voit que les p-values ici sont très très faibles, et donc bien en dessous du seuil des 5%, ce qui indique que cette corrélation, ce coefficient de corrélation, est bien significativement différent de 0. Et donc c'est une variable qu'on va pouvoir garder dans notre modélisation des données. On pourrait refaire ce même travail en incluant plus de variables. Ici, on voit que dans le jeu de données de départ, en fait, on avait bien d'autres variables que celles du craquant. On avait aussi le goût salé, le goût sucré et l'acidité.
Alors refaisons le test. Et cette fois-ci, sélectionnons l'ensemble de ces variables, toujours pour nos 100 individus. On reconduit le test à l'identique, on va faire OK. Alors, c'était pas celui-ci. Voilà. Donc une centaine de lignes, on a bien 5 colonnes, continuer. Et donc là, on voit qu'en fait, XLStat nous croise les variables 2 à 2. On voit qu'on a une diagonale ici avec des corrélations parfaites, puisque les variables sont croisées avec elles-mêmes à chaque fois, donc la corrélation est forcément de plus 1. Et on voit ensuite que si on prend la colonne ici, appréciation globale, on a par exemple une corrélation positive et significativement différente de 0. Elles sont mises en gras, celles qui sont significativement différentes de 0, donc avec une p-value inférieure à 5%. On a une corrélation positive avec le goût salé, par exemple, et le craquant qu'on a testé tout à l'heure. Par contre, on n'a pas de corrélation significative avec le goût sucré ou l'acidité. Par contre, on voit qu'ici qu'on a par exemple une corrélation négative, en l'occurrence, entre l'acidité et le goût sucré. Donc qui sont potentiellement deux variables explicatives, enfin deux caractères bien précis de l'appréciation globale. On retrouve de la même manière donc les p-values ici, hein, avec les valeurs précises des p-values. On voit que de toute façon, les valeurs qui sont significatives sont mises automatiquement en gras. Et puis on retrouve les coefficients de détermination au sens de Spearman, ici les R carrés. Donc on voit qu'on peut très bien aussi donner à XLStat plusieurs variables en même temps. Le coefficient de Spearman donne des résultats intéressants, mais il suppose d'avoir suffisamment de valeurs, en général plus de 30, et qu'il y ait peu ou pas d'ex-aequo. Sans quoi, il devient faussé. On passe alors à un autre coefficient, le coefficient de Kendall. Ce coefficient est donc adapté aux données discrètes ou ordinales. Et plutôt que de traiter de la monotonie des rangs observés, il s'intéresse plutôt à la concordance et à la discordance des rangs entre deux séries de valeurs. Pour calculer le coefficient de Kendall, il faut d'abord dénombrer le nombre cumulé de paires de valeurs qui sont concordantes d'une part et discordantes d'autre part. Prenons un exemple concret pour illustrer cela. Pour vérifier leur capacité à recruter, on demande à deux personnes en charge du service RH, une débutante et une personne expérimentée, de classer les candidats par ordre de préférence et d'adéquation par rapport au poste proposé. Puis on regroupe dans un tableau, candidat par candidat, le rang reçu par chacun des deux recruteurs. On remarque que dans le tableau ici, les candidats sont affichés par ordre décroissant de préférence selon le choix du recruteur numéro 1. On va donc travailler sur les rangs attribués par le recruteur numéro 2. On observe ici que le recruteur numéro 2 a placé en tête exactement le même candidat que le recruteur numéro 1. Toujours en se focalisant sur la colonne du recruteur numéro 2, on va dénombrer le nombre de candidats qui sont moins bien placés que celui qui est numéro 1. Comme il y a un total de 12 candidats, ici le nombre est de 11. Et on va ainsi inscrire 11 dans la première cellule de paires concordantes, la colonne C. On répète la même opération pour la cellule qui est juste en dessous, et on va ainsi obtenir le nombre 10 de façon similaire. On voit que pour la ligne Denis, les choses changent un peu puisqu'il y a une différence de rang le concernant. Le nombre de rangs supérieur à 5, lui, est de 7, puisqu'il faut ignorer le 4 dans la série qui suit. Pour Étienne, le rang accordé par le recruteur numéro 2 est inférieur à son prédécesseur. Il reçoit donc le même nombre 7 que le candidat qui le précède. Etc., etc. On applique toujours cette méthode
pour chacun des candidats. Puis, on s'intéresse aux paires discordantes, donc à la colonne D. En se focalisant toujours sur le rang attribué par le recruteur numéro 2, on dénombre le nombre de chiffres inférieur à celui de la ligne sur laquelle il se trouve. Pour la ligne Amélie, on voit que tous les chiffres qui sont en dessous de 1 sont bien tous plus grands et aucun n'est plus petit. On inscrit donc 0. Là encore, les choses changent pour la ligne Denis, qui a reçu le rang numéro 5 par le recruteur numéro 2. On voit qu'Étienne, qui est juste en dessous, a reçu le rang numéro 4. Et on se retrouve ainsi mieux classé que Denis. C'est le seul dans ce cas. On note donc plus 1 sur la ligne de Denis. Même chose pour Francis et Grégoire d'un côté, et Isabelle et Jacques de l'autre. Et à chaque fois, on va noter plus 1. Donc plus 1 pour Francis, plus 1 pour Isabelle. Une fois qu'on a complété les colonnes C et D, on fait la somme pour chacune d'entre elles. Puis on applique la formule C fois D divisé par C plus D. Le coefficient de Kendall, ainsi obtenu, est compris entre moins 1 et plus 1. Et il peut être interprété comme le coefficient de Pearson. Plus il est proche de plus 1, plus il y a une corrélation positive entre les deux séries. Plus il s'approche de moins 1, plus il y a une corrélation négative entre les séries. On peut alors calculer une valeur Z centrée réduite afin d'en déterminer la probabilité critique correspondante et vérifier si les deux séries statistiques sont bien significativement corrélées l'une avec l'autre ou pas. Voyons tout de suite ce que cela donne sur XLStat en reprenant ce même exemple de données. Alors reprenons notre même jeu de valeurs avec nos deux recruteurs et nos candidats. Et ici, on va aller dans test de corrélation et on va choisir ici, au lieu du type de corrélation Spearman, on va utiliser Kendall. On sélectionne nos variables, ici, comme ça. On a sélectionné le libellé des variables, et dans les sorties, on va demander les corrélations, les p-values. On clique sur OK, on a bien nos 12 candidats, donc sur 12 lignes, 2 colonnes. On continue, et on obtient ici notre matrice de corrélation avec les coefficients de Kendall. Et on voit ici qu'on a des valeurs qui sont significatives, donc significativement différentes de 0, avec 0,909. Alors naturellement, on a ici une matrice qui est symétrique, puisque on n'a que deux variables qui sont croisées l'une avec l'autre. Les p-values qui sont très très faibles, bien en dessous des 5%. Donc on voit que ici, le coefficient de Kendall est révélateur d'une corrélation. On conclut que les classements de chacun des deux recruteurs sont donc fortement corrélés et qu'il y a peu de différence de classement entre les deux recruteurs. On peut ainsi en conclure que c'est bien le profil de chaque candidat qui détermine de façon prépondérante son rang de classement donné par les recruteurs. On peut souligner ici encore que démontrer une corrélation entre deux séries statistiques n'implique pas pour autant de relation de cause à effet. C'est-à-dire que tel profil de candidat ne va pas systématiquement engendrer un rang de classement donné. D'autres tests existent pour étudier les relations entre des séries données, mais ça, c'est pour une autre vidéo.